Bonjour à tous, merci du coup de continuer sur cette session de l'après-midi. On commence la session d'après-midi avec un petit tour des actualités et des événements à venir. On s'est dit que ça serait le bon endroit pour partager qu'est-ce qui se prépare pour 2026 ou fin 2025 s'il y a des choses en décembre. Ben, je vais commencer en me présentant aussi parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivée à ce poste. Ça fait un an, mais je n'ai pas rencontré la plupart d'entre vous encore ou certains seulement en visio. Donc moi, c'est Orphée Bichet, je travaille pour l'OFB. Je fais partie de ces nouveaux postes qui ont été ouverts avec la réorganisation des CSMM. Et du coup, je suis sur l'animation de l'équipe thématique nationale mégaphone et bruit sous-marin. Donc, avec cette réorganisation, la thématique du D11 bruit sous-marin a été transférée de l'ADEB à l'OFB et du coup, regroupée avec les thématiques mégaphone, c'est-à-dire mammifères marins, oiseaux marins et tortues marines. Donc, on est une petite équipe à unir nos forces pour ces sujets-là. Mais par contre, sur le sujet du bruit sous-marin, on n'est pas beaucoup à l'OFB. Donc, moi, ça me fait très plaisir de rencontrer toute la communauté du collectif du bruit sous-marin que j'ai rejoint du coup assez vite l'année dernière et, euh, et avec qui j'ai pu échanger pas mal depuis. Voilà. Donc, on travaille la thématique, la coordination de la thématique du D11 est passée à l'OFB, mais on travaille quand même encore étroitement avec le CHOM qui était responsable de cette thématique avant et qui continue à être l'expertise nationale sur cette thématique, en étant toujours ouvert à de la R&D avec d'autres partenaires, parce que c'est un sujet en évolution et en mouvement. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à quelques actualités à nous partager en ligne aussi, des événements à venir l'année prochaine? Est-ce que, euh, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? En ligne, n'hésitez pas à vous manifester aussi directement. Merci Orphée. Alors, du côté d'AIFO, j'en ai un petit peu parlé ce matin. Nous, la plus grosse priorité, ça va être l'ouverture de la révision de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, donc la directive européenne, qui normalement doit arriver incessamment sous peu. Comme je le disais, la Commission européenne avait annoncé l'ouverture de la révision avec l'ouverture de la consultation publique, qui va être la première étape à l'automne 2025. Donc, bon, on est en décembre, il n'y a toujours rien. Donc, on attend. Normalement, c'était censé être avant la fin de l'année. Maintenant, on imagine que ça va plutôt être une ouverture début 2026. Mais voilà, l'idée, c'est de profiter de la consultation publique pour nous, pour soumettre des recommandations justement par rapport aux critères bruit sous-marin, notamment suite aux travaux qui ont été faits par le TG Noise pour donner en fait des exemples de mesures concrètes que les États membres pourraient prendre dans le cadre pour justement atteindre les objectifs de la directive. Parce que cette directive, elle est révisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que justement, elle a été déclarée trop ineffective et elle a été trop peu appliquée par les États membres. Donc la Commission européenne a effectué un rapport d'évaluation de la directive et a bien conclu, une des conclusions, c'était vraiment que ça manquait de mesures concrètes pour les États membres pour vraiment justement pouvoir appliquer quelque chose de manière à vraiment essayer essayer d'atteindre les objectifs de cette directive. Donc, nous, on va essayer de profiter un maximum et faire mobiliser notre réseau de sympathisants pour participer à la consultation publique, pour soumettre des demandes, pour justement bien insister aussi sur la thématique du bruit sous-marin, ne pas l'oublier, et donc soumettre voilà, une liste de mesures qui peuvent être mises en œuvre pour justement permettre aux États membres, donner des exemples concrets de mesures que les États membres pourraient prendre pour réduire le bruit. Donc, du coup, je vous encourage tous, en tant que membres de la communauté bruit sous-marin, à aussi participer à la consultation publique, bien garder votre œil sur le sujet parce que c'est important, la Commission européenne prend bien en compte tous ces retours qui vont être reçus.
Et ensuite, ça va permettre d'arriver à une version du texte révisé qui sera la plus, on l'espère, la plus satisfaisante possible et du coup la plus applicable ensuite. Voilà, donc c'est un peu notre priorité pour le moment chez AIFO. Également, donc nous, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc nous, on a une campagne en cours. Donc moi, je suis en charge de cette campagne qui est une campagne européenne qui vise, bon, comme vous avez dû le comprendre ce matin par les échanges que j'ai pu avoir avec lors de l'intervention que j'ai pu faire lors de la session d'échange. Notre objectif, c'est d'obtenir une réglementation européenne contraignante visant à avoir un seuil de vitesse pour les navires. Pour justement essayer de réduire un maximum le bruit sous-marin, mais aussi la problématique du risque de collision entre cétacés et navires. Et donc, on souhaite se servir de la DCSMM justement pour avoir une partie de mesures contraignantes qui soit atteinte grâce à cette directive-là. Mais au-delà de ça, on aimerait aussi lancer un test de cette vitesse réduite en fait qu'on souhaite, qu'on appelle les vitesses bleues. Avec des membres du secteur maritime qui seraient volontaires. On va mettre en place en fait des tests, voilà, des cas pratiques, des cas d'études avec un test pratique de ces vitesses sur un voyage avec plusieurs compagnies de transport maritime. Et on va faire ça du coup courant 2026-2027 pour justement ensuite permettre de faire des rapports décrivant les effets que ça a eu pour la compagnie, les effets positifs comme négatifs, mais en essayant de quand même bien montrer que ça a des effets bénéfiques, une telle réduction de vitesse, et montrer en fait que c'est une mesure qui est applicable et pouvoir ensuite le soumettre à la Commission européenne pour que ce soit pris en compte. Voilà un petit peu de mon côté pour AIFO. Merci Aurore. Est-ce que quelqu'un d'autre a une actualité à nous faire partager? Il me semble qu'il y avait Parfait. Marlotte. Ouais. Ouais, Eric, je vois ta caméra qui s'est activée. Je me permets, comme tu m'as autorisé à se manifester. Fin mai 2026, Ocean Noise 2026 sera tenu à Vilanova, à côté de Barcelone. C'est une conférence dédiée sur le sujet du bruit sous-marin qui a lieu tous les 3 ans, qui est organisée entre autres par Michel André, qui nous reçoit tous les 3 ans, la communauté internationale, avec beaucoup de partage de projets, de case studies et des sessions posters aussi, si vous voulez vous renseigner en ligne et postuler pour présenter vos travaux. Je vous y invite chaleureusement. Sinon, sont disponibles sur le site web du projet européen R&D Saturne les livrables de ce projet qui s'est terminé au mois d'août de cette année. Et 2026, ça sera aussi l'occasion des premiers livrables, des premiers résultats du projet R&D européen Low Noiser, avec notamment la participation dans ce projet, ce qui est assez rare, d'armateurs qui vont tester des solutions de réduction du bruit et qui sont aussi des solutions destinées à la décarbonation. Et donc, ces solutions seront évaluées à l'échelle réelle. Voilà. Pardon? Eric, le nom du livrable, tu peux nous le répéter? Alors, le premier projet dont les livrables sont disponibles, c'est Saturne, comme la planète, mais sans E, S-A-T-U-R-N. Je peux rien mettre dans la conversation là, comme lien, mais je pense que vous le trouverez facilement sur le web. Et le deuxième projet, c'est Low Noiser, L-O-W-N-O-I-S-E-R. Merci Eric. J'en profite du coup pour dire qu'on est en train de faire un calendrier, Noémie est en train de prendre des notes là pour faire un calendrier de tous ces événements-là qu'on mentionne pendant cette session. Donc Eric, à la limite, tu pourras aussi nous envoyer les noms pour les rajouter au calendrier et il sera accessible à tous. Tu avais quelque chose à ajouter, Noémie? Oui, Eric, une petite question. Le premier livrable de Low Noiser, il portera sur quel élément?
Alors, dans l'ordre, c'est une bonne question, je ne peux pas te répondre. A priori, moi, je suis sur un des livrables, je ne suis pas sur tous les work packages, un des livrables qui est un modèle simplifié pour prendre en considération différentes solutions comme les rideaux de bulles, les systèmes de lubrification de coque, pardon. Le vieillissement des structures navires et le vieillissement et les vibrations des moteurs, des trains d'engrenage et boîtes de vitesse. Donc, c'est des choses assez techniques et justement essayer de proposer des modèles simplifiés qui vont enrichir les modèles existants qui sont utilisés pour les cartographies de bruit du trafic maritime aujourd'hui, qui sont enrichis aujourd'hui par des régressions sur la base des mesures de Vancouver. Donc, qui sont très bien, qui ont été grandement améliorées, qui restent encore imparfaites parce qu'il y a plein de paramètres qui sont pas ou mal considérés. Et on essaye d'aller plus loin et en même temps de ne pas aller dans des modèles trop compliqués. Voilà, donc c'est assez technique cette partie-là, mais ça sera intéressant à être partagé. C'est bon pour toi? Merci Eric. Il y a une autre question en ligne? On en voit qu'un D. Alors, Bonjour. C'est David Delon du Shop. Vous m'entendez? Ah, bonjour David. Oui. Bonjour à tous. Du coup, David Delon du CHOM. Je travaille donc du coup sur la DCSMM et je représente aussi la France au TG Noise. Et du coup, peut-être pour faire des mises à jour sur ce volet TG Noise, du coup, on a 3 nouveaux livrables cette année. Bon, ils devaient sortir à la fin d'année, mais ce sera probablement début d'année prochaine. On a la mise à jour des monitoring guidelines, donc c'est les conseils aux États membres pour faire le monitoring au sens DCSMM. Des modeling guidelines, donc là c'est un tout nouveau livrable aussi des conseils aux États membres sur comment modéliser le bruit avec pour but l'évaluation. Pour l'instant c'est focus bruit continu, donc l'évaluation du bruit continu. Et enfin, le dernier rapport, c'est sur des conseils aussi, des recommandations sur les targets and measures, donc les mesures de mitigation par exemple. Ils ont fait un recueil de ce qui existait comme mesures de mitigation, et donc ça peut être intéressant pour la suite. Merci David. Du coup, ces 3 livrables sont pour 2026, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, début 2026, on devrait avoir ça. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une actualité à partager? Petite question sur est-ce qu'on peut trouver les livrables du Live Piaco? Parce que j'avais suivi ça pendant un temps, mais je pense qu'il est terminé le projet, qu'il y a des livrables et je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Vous pouvez m'écrire. Voilà. Le site est plus maintenu, donc ils sont plus accessibles via le site Piaco actuellement. Et moi, je les ai pas retrouvés. Je me suis posé la question très récemment aussi, et je les ai pas retrouvés en ligne sur le site de la commission. Donc ça va sûrement prendre un peu de temps pour leur signaler et s'assurer qu'ils sont de nouveau en ligne sur le site de la commission. Mais en attendant, je peux vous transmettre ce qui est public. Ce serait plutôt une suggestion. Donc, la partie française du sanctuaire Pélagos publie un journal annuel qui s'appelle le Bulletin Pélagos, qui se situe en bas. Vous pourrez le prendre si vous le souhaitez.
Et on a lancé l'appel à articles récemment. Donc, si vous avez des articles à proposer, je pensais notamment à un article sur le collectif sous-marin pour expliquer ce que c'est. Alors, c'est ciblé grand public, donc je pense que l'acoustique pure et dure n'est peut-être pas, voilà, mais quelque chose de vulgarisé. Mais au moins expliquer peut-être ce que c'est le collectif sous-marin et dire qu'il y a eu ce séminaire, ça pourrait être intéressant. Je sais qu'Anaëlle avait proposé, je crois, quelque chose, mais peut-être, voilà, ça peut être juste information. C'est quand du coup le prochain? Donc on pourrait y passer, on pourrait faire un petit article pour ce séminaire. D'accord. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes qu'on avait prévues pour ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a une autre petite actualité? Oui, là-haut. Ah. J'en ai parlé un expert à la direction de l'eau et de la biodiversité. J'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, la DEB va mettre à jour le guide du ministère de l'écologie en 2026. Ce sera très vraisemblablement le second semestre. Voilà. Je vais pour l'instant donner plus de détails sur comment va se passer ce travail, etc. Ça doit encore être discuté. Et disons que la motivation qui sous-tend ça, c'est que la connaissance, le guide date de 2020, juin 2020, la connaissance sur le bruit sous-marin et ce collectif évidemment. Et donc, le guide a vocation à avancer avec la connaissance qui avance. On va continuer cette mise à jour. J'en profite pour répondre sur un article sur le petit bruit sous-marin. Je pense que c'est intéressant. On réfléchira soit au niveau du sur sortir quelque chose. Ok. Je lis, j'entends rapidement, donc on va faire au mieux, sachant nos contraintes. Moi, c'était plus une question. Je voulais savoir peut-être Noémie ou Eric, si vous savez plus le calendrier de l'OMI par rapport à l'année prochaine, voilà, par rapport à l'EPB, etc., s'il y a des dates. Je vous la parole pour ça. Oui, du coup, de notre côté, donc, on continue toujours la phase d'expérience EBP à l'OMI. C'est une phase de test durant laquelle les différentes parties prenantes sont invitées à tester l'application des guidelines afin de les rendre les plus applicables possibles, concrètes. On est sur la continuité de cette période et là, en janvier, nous avons la troisième semaine, les négociations sur ce sujet-là, afin d'envisager si on étend cette phase d'expérience de 2 ans ou non, et ensuite continuer nos travaux selon lesquels on définit les différentes actions à mener pour pouvoir adresser ce sujet de la pollution sonore par le trafic maritime et donc définir mesures associées parce que oui, mesures réglementaires, il peut y avoir, mais ne serait-ce qu'en termes d'indicateurs, etc., le seuil, ça demande un travail collectif pour préciser les paramètres de tous ces éléments-là. Donc, c'est ce sur quoi travaille ce groupe en janvier. Et puis après, pour le moment, au niveau du calendrier OMIen, c'est tout ce qui a
par rapport à ça. On saura à l'issue s'il y a un groupe qui continue en informel. Le travail continue en dehors des comités correspondance. Merci beaucoup. Alain Barcelot, c'est pas forcément directement lié au bruit, mais dans le cadre de Pélagos, on a coulé une carcasse de cachalot au large de la Corse c'est grâce à la préfecture maritime. Pardon André. La préfecture maritime a coulé une carcasse de cachalot grâce à Imerset à 660 mètres de profondeur, sur lequel on envisage de monter un programme de recherche pour le repérer et le suivre sa décomposition sur le long terme. Donc, on va sans doute, si on trouve des financements, monter des programmes sur cette carcasse au fond. Il y a peut-être des composantes acoustiques ou sonores ou autres à prendre. Et une question un besoin que l'on va avoir sur les prochaines opérations Imerset, c'est d'équiper ces carcasses-là d'un pinger, mais qui se déclencherait que sur sollicitation, à ce qu'on puisse retrouver la carcasse plus facilement une fois qu'elle est au fond. On l'a coulée, mais on n'est pas certain de la retrouver immédiatement. Sur les prochaines, il faudrait qu'on ait un dispositif qui nous permette de la trouver facilement par acoustique sans que ça génère du bruit. Dispositif passif. Voilà. Ça fait le tour des actualités du moment. Si vous pensez à quelque chose après coup, n'hésitez pas à envoyer un petit message pour que ça puisse être ajouté au calendrier. Voilà, le plus complet possible. Et bien, je vous propose de continuer avec la première présentation. Oui, une dernière question pendant que je suis en place. Du coup, j'étais juste pour savoir quel était l'intérêt de retrouver la carcasse que vous aviez coulée. Est-ce que vous cherchiez à déterminer du coup, les retrouvant après Le programme qu'on va en train de monter s'appelle Imerset Oasis maintenant, parce que cette carcasse est une oasis, de vie au fond, et il y a des communautés profondes qui vivent se nourrissant de cette matière organique qui arrive. Là, on a 10 tonnes à peu près de matière organique, et on pense que, les scientifiques pensent en tout cas que la raréfaction des carcasses des animaux a ce fait réduit considérablement la diversité au fond. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme succession de prédateurs sur la carcasse pendant le temps, sachant qu'il y en a pour plusieurs dizaines d'années avant que tout les abeilles dodeline de la tête, parce que la carcasse n'est pas très... Et ça prend un certain temps, en tout cas, pour être décomposé. Et c'est cette succession qui est intéressante, et ça n'a jamais été fait en Méditerranée. Merci beaucoup. On enchaîne du coup avec la présentation d'Emma Lelon. Donc Emma est docteur en droit de l'environnement marin et ingénieure de recherche au sein du consortium scientifique Share the Ocean. Elle travaille sur la réduction des collisions entre les navires et la mégafaune marine et va nous présenter aujourd'hui un article qui est en cours de publication sur la régulation juridique sur les pingers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à parler aujourd'hui. Donc, je me présente. Ouais, en effet, je m'appelle Emma Lelon. J'ai soutenu ma thèse de droit à l'Université de Bretagne occidentale à Brest il y a un tout petit peu plus d'un an. Et je travaille depuis comme ingénieure de recherche en Bretagne Sud, à côté de Vannes, dans le golfe du Morbihan, pour un consortium qui s'appelle Share the Ocean. Alors, on a un nom d'ONG, mais c'est vraiment des labos de recherche et un cabinet d'architecture navale qui est dans le consortium aussi, qui m'a embauchée. Sur la réduction des collisions entre les cétacés et les navires. Pour la partie biologie, il y a Oriane Virgili et Vincent Ridou, que vous connaissez sûrement, qui sont, Oriane était à Pélagis avant et Vincent y est toujours. Et Renaud Bagnouls, qui est donc l'architecte naval qui supervise le consortium.
Donc, je vais vous présenter un article qui est en cours de publication dans Marine Policy. Donc, je touche du bois pour qu'il sorte début 2026. Mais c'est vrai qu'il n'est pas encore publié. Donc, ça me mettrait dans une position un petit peu délicate vis-à-vis de l'éditeur si tout sort maintenant. Alors, on va parler des pingers. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai soutenu ma thèse en 2024. C'était mon grand événement, mais j'ai une copine qui est devenue encore plus connue que moi en 2024. Elle s'appelle Violette d'Orange. Elle a fini le Vendée Globe. Je vous ai mis cette super une de l'équipe parce que la fille qui ressemble à un hooligan jusque-là, c'est moi, à l'arrivée du Vendée. Et Violette, elle a fini le Vendée. Elle est venue à la maison déjeuner un jour. Et là, elle me demande comment ça va, l'après-thèse. Bon, je lui cache un peu les détails de la dépression post-soutenance. Mais elle me dit, mais du coup, tu fais de la recherche sur quoi maintenant? Et je lui dis, je travaille sur les collisions cétacés-navires. Et Violette, navigatrice, me dit, mais Emma, des collisions, il y en a toujours. Parce que maintenant, on met des pingers et du coup, il n'y en a plus. Et du coup, là, je me suis dit, bingo, je pense que j'ai trouvé mon prochain sujet d'article. Donc, je vais vous parler des pingers. Et je me suis intéressée, j'ai mené ma petite enquête sur la légalité et l'illégalité de l'usage des pingers selon les différents types de navires. Et notamment, moi, j'adore, hein, c'est un peu ma passion d'embêter les voileux dans la vie. Donc, je suis allée sur le terrain des navires de course au large également. Alors, voilà ce qu'a donné l'étude. Le principe général sur l'utilisation des pingers en droit, c'est celui d'une interdiction. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les fondements juridiques de cette interdiction qui s'inscrit complètement dans le cadre du droit international de la pollution sonore. C'est la thèse d'Anaël et l'article qu'elle a sorti l'année dernière dans la revue juridique de l'environnement. Bon, ce principe général d'éviter, de réduire la pollution sonore à bord des navires, il découle de la Convention de Montego Bay. Il y a un peu de bruit derrière. Je ne sais pas si c'est en ligne ou pas. Ouais. De la Convention de Montego Bay, au niveau international des directives de l'OMI dont on a déjà parlé, et puis au niveau de l'Union européenne, de la directive Habitat et de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Directive Habitat, c'est l'article 12 qui interdit toute perturbation intentionnelle de certaines espèces, et notamment les cétacés qui sont mentionnés dans l'annexe 4. Donc voilà pour le principe général d'interdiction. Alors tout ce qui est droit international, bon, ce n'est pas directement applicable au droit national des États membres. En revanche, tout ce qui est droit de l'Union européenne, c'est beaucoup plus contraignant. Pour ce qui est de l'applicabilité par zone géographique ou par type de navire, cette réglementation européenne, en tout cas, elle s'applique dans les eaux territoriales et les zones économiques exclusives de l'Union européenne. Ça, c'est la Cour de justice de l'UE qui nous le dit. À bord des navires sous pavillon des États membres de l'Union européenne. Et puis, si on s'intéresse un petit peu au droit du sport, eh bien, les règlements sportifs doivent être conformes, selon la Cour de justice de l'Union européenne aussi, au droit européen. Alors, tout ce qui est droit du marché sur les questions de concurrence, mais également quand il y a un intérêt légitime qui est en jeu, et notamment, c'est le cas de la protection de l'environnement. Donc, il est formellement interdit pour les skippers d'utiliser des pingers à bord de leur navire. Alors, ça, c'est le principe général. Évidemment, comme tout principe général, il y a toujours des exceptions. Et cette exception, elle nous vient de la politique commune des pêches. Là, on a tout un tas de fondements de droit européen sur la politique commune des pêches qui vient finalement rendre obligatoire l'usage de pingers dans certaines zones très spécifiques, notamment c'est le cas de la mer Baltique, à des fréquences d'émissions spécifiques qui sont réglementées dans un règlement d'application de la Commission. Et puis, la réglementation précise que c'est bien sûr à titre expérimental, en sachant qu'il y a toujours des études qui sont menées sur l'efficacité des pingers. On n'est pas sûr que ça permet, selon les espèces, de réduire les captures accidentelles de pêche, parce qu'en l'occurrence, c'est l'idée qu'il y a derrière. On sait que ça marche beaucoup mieux sur les dauphins que sur les baleines, qu'il y a aussi des phénomènes d'habituation à l'usage des pingers. Donc voilà, il y a encore ce côté un petit peu expérimental qu'on retrouve dans la réglementation. Alors, cette exception finalement de la politique commune des pêches, elle est compatible avec la directive Habitat que je vous ai située juste avant, puisque la directive Habitat, elle oblige à utiliser des filets qui vont être sélectifs pour ce qui est des captures accidentelles. Et donc, logiquement, elle va encourager l'usage de pingers qui est prévu dans la politique commune des pêches.
Là encore, c'est une réglementation qui va s'appliquer à bord des navires sous pavillon des États membres de l'Union européenne et dans les eaux territoriales des États membres de l'Union. Alors, c'est donc l'exception de la politique commune des pêches. Si je résume, finalement, ça nous donne ce petit tableau-là. Donc, on a les eaux européennes et les eaux en dehors de l'Union européenne. Donc, l'usage des pingers va être interdit sur les navires de commerce et les navires de pêche de plus de 12 mètres de long, oui, parce qu'il y avait une taille de réglementation des navires aussi. Ils vont être obligatoires pour certains navires de pêche, donc en vertu de cette réglementation européenne. Et puis derrière, quand même pour tout ce qui est à la fois en dehors des européennes et pas sous pavillon de l'Union européenne, la réglementation est encore libre, donc c'est quelque chose qui peut être autorisé. Ça, c'est la petite figure que j'ai mise dans l'article qu'on a soumis à Marine Policy. Et donc, en fait, si on va un petit peu chercher en droit comparé dans le droit des États membres, on s'aperçoit que c'est vraiment cette réglementation européenne qui vient jouer sur les pingers, puisque en France et en Espagne, on a des pingers obligatoires pour éviter la fermeture annuelle des pêcheries dans le golfe de Gascogne. Pareil, en Allemagne et au Danemark, on a des arrêtés qui obligent l'usage de pingers pour éviter la fermeture spatio-temporelle en mer Baltique. Et puis, si on compare avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, justement, on voit qu'aux États-Unis, dans le Marine Mammal Protection Act, c'est quelque chose qui est rendu possible pour la recherche ou pour des activités militaires. Et pareil au Canada, c'est la loi nationale sur les pêcheries, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui autorise possiblement, pareil, l'usage de pingers pour certaines activités ou pour éviter d'autres impacts négatifs, comme c'est le cas, par exemple, pour les collisions ou pour les captures accidentelles. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Le problème, c'est que finalement, cette réglementation, elle est encore mal connue et qu'on va avoir tout un tas de soft law, donc de droits mous, de recommandations, etc., qui ne sont pas contraignantes, qui vont finalement entretenir un petit peu cette confusion qu'il y a autour des pingers. Si on regarde du côté de la COBAMS, par exemple, on a une résolution à COBAMS sur le bruit qui va encourager l'usage des pingers pour maintenir les cétacés à distance de détonation quand on va essayer de déminer des anciennes armes de guerre. Si on regarde du côté de l'ASCOBANS, donc là plutôt en Atlantique, on a également une résolution qui va encourager la recherche sur des dispositifs de dissuasion acoustique qui sont utilisés pour certaines pêcheries, mais aussi pour les activités militaires. Et puis, du côté de l'OMI, on a parlé tout à l'heure des guidelines qu'il y a sur le bruit sous-marin. On a aussi des guidelines sur les collisions cétacés-navires qui ne distinguent pas entre les types de navires et qui vont encourager, par exemple, un peu plus de recherche sur certaines solutions technologiques, et donc qui vont finalement laisser penser qu'on va pouvoir utiliser des pingers pour continuer à réduire les collisions cétacés. D'un autre côté, on a aussi des recommandations qui sont conformes, ou en tout cas qui n'entretiennent pas la confusion, qui sont de manière assez étonnante rédigées par les mêmes organisations internationales. Du côté de l'ASCOBANS, on en a une résolution sur les captures accidentelles qui rend les pingers obligatoires dans certaines zones de pêche spécifiques, avec toujours cette idée de surveillance et d'amélioration continue des dispositifs des pingers. Donc, on sait que ce n'est pas encore quelque chose qui est sûr de marcher pour éviter les captures accidentelles dans la mer Baltique. Donc là, vous voyez, on est dans le cadre de la réglementation. Du côté de la COBAMS, pareil, on a une autre résolution qui nous dit qu'on peut utiliser des pingers où c'est autorisé et approprié, et toujours avec des mesures de contrôle pour être sûr que c'est quelque chose qui va être utile à long terme. Et puis, du côté de la course au large, quand même, vous voyez que la confusion, elle est toujours entretenue. Je vous ai mis un article de Voiles et Voiliers. Voiles et Voiliers, c'est globalement, c'est de la presse qui est lue à peu près par le grand public qui s'intéresse à la voile. Ce n'est pas de la presse très spécialisée, mais c'est assez connu dans le milieu de la voile, qui nous dit peut-on écarter les cétacés des bateaux du Vendée Globe grâce aux pingers? C'est un article qui est plutôt bien fourni en termes de débat sur l'efficacité des pingers vis-à-vis de certaines espèces. En revanche, c'est un article qui ne parle pas de droit et qui ne pose pas la question de savoir si c'est légal, et qui donc typiquement va laisser croire au grand public
on peut complètement arrêter de taper des baleines si on met des pinkers sur les bateaux de course au large. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la confusion. Alors, comment est-ce qu'on met fin à la confusion? Évidemment, on va essayer de jouer sur les textes que je vous ai cités qui entretiennent un petit peu cette confusion de régime juridique. Une solution qui pourrait peut-être, mais bon, c'est quand même quelque chose qui se développe très récemment, qui pourrait peut-être améliorer les choses, c'est la question de l'approche par l'impact cumulé. Alors, on sait que c'est très difficile encore de mesurer l'impact cumulé du bruit avec d'autres pollutions ou d'autres menaces pour l'environnement marin. C'est quelque chose qui nous vient de l'écologie, mais qui commence à faire son entrée en droit. Alors, à la base, c'était inscrit dans le protocole relatif à la protection de l'environnement en Antarctique, mais c'est surtout l'année dernière, avec l'adoption du traité, pardon, il y a 2 ans maintenant, l'adoption du traité BBNJ, donc sur la biodiversité en haute mer, que l'impact cumulé a fait son entrée dans tout le chapitre relatif aux évaluations environnementales. Et donc, qui nous dit que maintenant, en haute mer, il faut absolument prendre en compte l'impact cumulé. Donc, par exemple, le bruit avec les collisions ou le bruit avec les captures accidentelles. Alors, bien sûr, je ne pense pas que les pingers, ce soit la priorité numéro 1 des études qu'on aura sur l'impact cumulé. En revanche, c'est une approche qui pourrait peut-être améliorer les choses et puis éviter ce genre de confusion. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Le papier est beaucoup plus long que la présentation que je viens de faire, donc j'espère qu'il va sortir bientôt. Il est en cours de review et puis je vous ai mis quelques éléments de bibliographie et je reste évidemment disponible pour toute question. Voilà, merci. Le prochain intervenant est Erwan Métayer, j'espère que je prononce bien le nom, de Greenove. Il est référent technique acoustique des projets du Subsea Quieter, donc un système de réduction du bruit, et manager des projets acoustiques chez Greenove. Et il va nous présenter aujourd'hui du coup la technologie DAS et son potentiel pour l'étude et la surveillance acoustique des milieux marins et 4 projets qui vont ou sont en train d'utiliser cette technologie. Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Métayer, je suis docteur en acoustique, référent acoustique chez Greenove et aussi manager de projets dont certains liés à la technologie du DAS que je vais vous présenter aujourd'hui. Le DAS, c'est une technologie qui permet de transformer des fibres optiques en capteurs acoustiques distribués. Directement, on va avoir des fibres optiques en mer qui sont inutilisées, donc soit pour les liaisons entre les continents ou à des infrastructures offshore. Ces fibres optiques inutilisées servent généralement de câble de secours, au cas où un des câbles serait inutilisable. On se propose de les utiliser pour pouvoir les transformer en capteurs. Concrètement, on utilise un interrogateur qui va être branché à terre, branché à cette fibre, qui va venir interroger cette fibre. Cette fibre va être interrogée par le biais de lumière qui va être émise dans celle-ci. Et une partie de la lumière qui a été mise dedans va revenir vers l'interrogateur. Elle contient une partie de la donnée qui va être décryptée par cet interrogateur et après transformée en la métrique qui nous intéresse, à savoir l'acoustique. L'interrogateur lui est branché électriquement à la Terre et aussi la transmission de données va se faire par le biais de câbles Ethernet classiques. Donc, la transmission de données se fait en temps réel. Gros avantage par rapport à d'autres instruments de mesure comme les hydrophones, on va avoir une couverture spatiale assez longue. On peut dépasser les 50 km avec une fibre. Pas besoin d'aller non plus à terre, tout se fait directement depuis le poste de raccordement. La transmission et même le traitement peut se faire en temps réel, directement au niveau de l'interrogateur, puis envoyé vers des serveurs. On peut mesurer aussi d'autres types de physique, comme par exemple les gradients thermiques, la contrainte à l'intérieur de la fibre, la température en elle-même, et celle qui nous intéresse le plus ici, qui est l'acoustique. Chez Greenove, on se concentre sur 4 principales applications. La première, c'est le monitoring des émissions sonores en termes de régulation environnementale pour pouvoir observer un petit peu le niveau global émis dans une certaine zone. La protection de la biodiversité avec le suivi d'aires marines protégées et également le suivi de populations de cétacés.
Également, on s'intéresse à la détection d'activités qui ne seraient pas déclarées, plutôt dans une optique de surveillance, ce qui va concerner la détection de navires qui auraient par exemple coupé leur AIS pour des activités illégales. Enfin, une des dernières applications serait l'inspection et la surveillance de structures offshore comme des éoliennes en mer pour pouvoir faire un suivi en continu. Rapidement, comment la technologie fonctionne? Dans une fibre, on va avoir plusieurs imperfections. Elles ne sont pas complètement pures. Aux fréquences où on va émettre, le laser va venir interagir avec ces imperfections et une partie de cette lumière va être réenvoyée vers l'émetteur, ce qu'on appelle le backscattering. Plusieurs ordres sont visibles sur le backscattering. Nous, on va surtout s'intéresser pour les applications DAS à le premier ordre de rétrodiffusion qui va avoir le signal le plus énergétique. Rapidement, comment on va pouvoir détecter un événement? Typiquement, quand on va émettre, on ne va pas avoir de lumière qui va être de retour dans le signal, seulement le signal qu'on va émettre. Lorsque le signal, ici pour exemple, va interagir avec une de ces imperfections, on va observer un signal retour. Si jamais une onde va venir impacter, donc une onde acoustique, cette petite perturbation, on va avoir un décalage dans le signal qu'on va obtenir, qui ne va pas être pile poil au même moment que celui qui a été émis précédemment. Dans le cas d'une fibre complètement remplie d'imperfections, on va obtenir tout un mélange de toutes ces petites rétrodiffusions. On va faire interagir le signal avec lui-même pour récupérer la phase de cette interférence qui, elle, est reliée directement à la quantité acoustique que l'on cherche à exploiter. Après, on va venir émettre plusieurs fois ces impulsions pour pouvoir obtenir un signal échantillonné dans le temps. Quand on va venir sonder une fibre, elle va être du coup sondée en termes d'espace, sur un temps qu'on va appeler temps rapide, et il va falloir le temps que l'aller-retour se fasse dans cette fibre pour pouvoir émettre le signal suivant. Sinon, ces signaux vont se mélanger. On va donc avoir une fréquence d'échantillonnage temporel assez limitée qui va dépendre de la longueur de la fibre. Typiquement, par exemple, pour une fibre de 100 km qui a un indice de réfraction de 1,46, on ne pourra pas aller au-delà de 1 kHz d'échantillonnage temporel. On va plutôt privilégier donc les analyses des signaux qui sont basse fréquence dans l'océan. Je vous montre un petit exemple ici, comment on pourrait faire une identification de cétacés. Sur la gauche, vous voyez un signal typique qui provient d'une fibre, qui est définie donc dans l'espace, le long de cette fibre, et aussi en temps. Quand on va passer dans une représentation par une double transformée de Fourier, pour obtenir un espace en fréquence et nombre d'ondes, ici on zoome surtout sur les très basses fréquences, en dessous d'1 kHz, on va pouvoir avoir plusieurs informations. Déjà, si on regarde les vitesses de propagation des différentes ondes que l'on peut voir, certaines se promènent à 20 mètres secondes, d'autres un peu plus rapidement, 200 mètres ou 1000 mètres secondes. Typiquement, celles qui sont très très basses fréquences, en dessous des 0,1 Hz, sont des ondes plutôt liées à la gravitation de l'océan, le poids de l'océan qui va émettre à des fréquences si peu élevées. Si on monte un petit peu jusqu'à 1 Hz, on va voir surtout l'émergence d'ondes sismiques, ce qui correspond notamment aux vitesses observées. Pour pouvoir exploiter un peu plus la partie acoustique qui nous intéresse, on va appliquer un filtre passe haut qui va avoir une fréquence de coupure à 15 Hz ici, pour observer le reste des signaux qui vont nous intéresser. Un peu moins énergétique, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc sur ce signal-là, c'est le même qu'avant mais filtré. On va pouvoir observer ces espèces de formes en forme de flèche qui sont des émissions de champs de baleines. Si on repasse dans une représentation fréquence-nombre d'ondes, on va pouvoir en déterminer la vitesse de propagation des ondes, 1500 mètres secondes, ce qui correspond aux ondes qui se propagent dans l'océan. Donc c'est celles qui vont nous intéresser. On va pouvoir avoir par exemple l'étendue fréquentielle de ce signal-là, et encore faire une inspection un peu plus détaillée, toujours en utilisant des outils de traitement du signal classiques. On va venir appliquer une transformée de Hilbert sur ce signal pour obtenir un signal complexe qui va être défini en amplitude et en phase. On va venir extraire cet espace pour avoir plusieurs informations. On veut par exemple obtenir des informations sur la fréquence du signal, la fréquence la plus porteuse. Ici, on va être sous les 20 Hz. Ça va nous donner des indications sur l'espèce en question. Également, on peut obtenir la direction d'arrivée. On va ici, par exemple, arriver très vite vers des extrémums à moins 90 et plus 90 degrés, et une sorte de transition au niveau de ce point.
Ce point-là s'appelle l'apex du signal. C'est là où on a la plus petite distance entre la fibre et l'émetteur. Si on essaye de faire des simulations de l'émission de ce signal, par exemple ici en ayant une propagation concentrique autour de l'émission, on va pouvoir interpoler cet angle d'arrivée avec nos signaux pour obtenir la distance à la fibre. On va pouvoir savoir où au niveau de la fibre on se trouve et aussi la distance à laquelle l'émetteur. Il va nous rester seulement une inconnue à notre problème pour pouvoir obtenir la localisation précise de la source. Je vous présenter maintenant 3 grands projets dans lesquels Greenov est investi. Le premier qui est le projet Symfony, donc qui a pour objectif de développer des méthodes de monitoring innovantes. La première est l'environmental DNA, qui consiste à sonder dans un échantillon, par exemple d'eau, tout l'ADN qui est présent et pouvoir ensuite obtenir une estimation des espèces présentes dans cette zone. Une autre partie est liée, elle, à l'imagerie. Et la dernière, la partie acoustique, qui va notamment utiliser le DAS pour pouvoir évaluer les performances que peut avoir le DAS par rapport à des systèmes plus classiques comme des hydrophones. On va notamment faire des estimations de bruit ambiant, utiliser des modèles de machine learning pour faire de la détection en temps réel et se servir de cette détection en temps réel pour monitorer la présence de sources biologiques. C'est un projet qui rassemble 24 partenaires et qui propose de conduire les études dans 5 aires marines protégées. Et comme je le disais précédemment, des mesures par hydrophone seront faites en même temps pour pouvoir comparer les capacités de détection, les algorithmes qui peuvent être mis en place pour faire les détections mentionnées juste avant. Le second projet est le projet Atlas, qui a pour objectif de développer plusieurs solutions utilisant le DAS. Surtout de développer le DAS pour des applications de détection géosismique, également de la détection de cétacés, qui permettront d'alimenter des API, comme par exemple Well Alert, pour prévenir le risque de collision entre les navires et les cétacés, mais aussi d'évaluer les niveaux sonores émis soit par les bateaux, soit par toute autre activité anthropique. Les objectifs seront donc de développer et d'appliquer la solution DAS à une fibre dans les îles Canaries, faire des mesures acoustiques à côté, soit par des buoys autonomes, soit par des gliders, pour encore une fois estimer les capacités du DAS par rapport à des hydrophones plus classiques. On va également utiliser des données AIS pour obtenir la position des bateaux et voir si la fibre est capable de détecter ces navires, pouvoir les suivre également. Tout cela sera fait par des solutions assistées par du machine learning pour la détection de tous ces événements. Enfin, comme je vous le disais avant, transférer les détections, notamment les détections de cétacés, à des API pour pouvoir informer de la présence de cétacés à des utilisateurs de la mer. Le projet Atlas va concerner 10 partenaires, 3 sites sont retenus pour faire ces études, un site au Portugal, un site en Irlande et un site sur les îles Canaries qui est le site test que Greenov va utiliser pour faire ses expérimentations. Enfin, le dernier projet que je vais vous présenter, le projet Vertigo, qui consiste à faire une démonstration d'une éolienne à axe vertical. Dans ce projet, plusieurs technologies de Greenov vont intervenir. Par exemple, la proposition d'un modèle vibroacoustique pour pouvoir prévoir le bruit qui va être émis par l'éolienne en fonctionnement. Également, proposer une adaptation de la technologie SubSequator pour réduire les émissions sonores lors de la phase d'installation. Et enfin, de pouvoir faire un monitoring acoustique par le biais d'une fibre optique et des applications DAS. L'application de Greenov sur les applications DAS se situe principalement en Europe, sur les sites d'essai que j'ai mentionnés juste avant, mais aussi un peu en dehors, notamment au niveau de l'île de la Réunion, où dans le projet Symfony, une des aires marines protégées se situe là-bas. Et ce sera tout pour moi pour cette présentation. Si vous avez d'autres questions, je vous laisse avec Damien Demour qui pourra répondre à celle-ci. Merci de votre attention. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui un travail qui a débuté il y a une vingtaine d'années. Donc un projet sur lequel je suis impliqué depuis à peu près 20 ans. Puis je veux remercier Hervé puis Anaël pour l'organisation et pour l'invitation. Donc comme ça a dû être mentionné, je vais vous parler d'un simulateur de perturbations anthropiques
chez les belugas du Saint-Laurent et les grands rorquals. Et puis, je vais également faire un survol de deux applications de ce simulateur-là qui ont eu lieu et qui ont encore lieu actuellement, donc depuis à peu près une quinzaine d'années. Je passe mes diapositives. Donc, avant de commencer, évidemment, un projet de 20 ans, puis ça implique de nombreux partenaires. Donc, même si j'ai dirigé ce projet-là depuis ce temps-là, il y a énormément de partenaires sans qui, évidemment, tout ce travail-là serait complètement impensable. Des partenaires financiers, en partage de données également, mais également des contributeurs, donc du monde qui ont participé à divers projets, à de nombreux projets que ce soit de la biologie à l'intelligence artificielle en passant par la programmation. Donc, voilà, je ne pourrais pas tous les nommer, mais ça me fera plaisir de répondre à certaines questions s'il y en a pour eux. Donc, le plan de ma présentation, excusez-moi, est-ce que... Parce que je ne sais pas si tu... Oui, est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. Ok, donc... qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, on réessaye. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous voyez ma diapositive maintenant? C'est bon pour nous en distanciel. Parfait, puis dans la salle. Ok, j'ai pas de... C'est beau, parfait. Donc, je reviens juste une diapositive en arrière. Voici plusieurs des principaux contributeurs et partenaires de ce projet. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus pour le moment. Donc, le plan de ma présentation, je vais parler brièvement de la problématique de l'estuaire du Saint-Laurent, donc au Québec, au Canada. Je vais présenter brièvement le simulateur et parler donc de deux applications avant de conclure. Donc, la problématique, on la retrouve dans plusieurs endroits. Dans le Saint-Laurent, nous avons plusieurs espèces de baleines, dont plusieurs ont des statuts précaires selon la loi sur les espèces en péril du Canada. Donc, on a essentiellement le beluga du Saint-Laurent, la population de l'estuaire qui est une population résidente et qui a un statut d'espèce en voie de disparition. Et également donc, le rorqual bleu et le rorqual commun qui ont des statuts respectivement en voie de disparition et espèces préoccupantes. Donc, ce sont des populations de l'Atlantique Nord. Dans ce secteur-là, vous le voyez un petit peu sur la carte ici, on a des aires de concentration qui sont situées au niveau d'une zone de résurgence, donc de upwelling. Et dans ces secteurs-là, particulièrement entre le mois de mai et le mois d'octobre-novembre, on a plusieurs segments de la navigation qui chevauchent les habitats critiques pour certaines espèces et en tout cas des habitats de concentration importants. Donc évidemment, ça nous donne toutes sortes de situations à risque, de collision, simplement de dérangement, mais également donc d'exposition à des niveaux de bruit parfois élevés. Puis la préoccupation qu'il y a, et puis la tendance qu'on voit, c'est des fortes pressions à la hausse de ce trafic dans ces secteurs qui sont des secteurs écologiquement sensibles pour plusieurs espèces. Donc on voit l'estuaire du Saint-Laurent ici, mais on voit également le fjord du Saguenay, donc un fjord qui se connecte et qui se déverse dans le fleuve, et ce qui est aussi une zone importante, très importante pour le beluga du Saint-Laurent. Donc ça donne lieu, tout ça, ces co-occurrences à plusieurs situations. Vous voyez quelques photos ici, plaisanciers avec beluga, marine marchande avec beluga, traversier, motomarine, etc. Donc on a de façon régulière des interactions qui soulèvent toutes sortes d'enjeux. Donc il y a une vingtaine d'années, on a eu des discussions avec certains ministères, certains gestionnaires qui émettaient le souhait d'avoir éventuellement un simulateur qui puisse représenter les pressions de la navigation sur les baleines de l'estuaire et que cet outil-là, ce simulateur-là, puisse permettre de tester des scénarios de mesures de conservation pour éventuellement mettre en place certaines pour rehausser la conservation et œuvrer au rétablissement de certaines espèces en péril. Donc, l'idée était ici non pas d'avoir une approche, je dirais, descendante, mais d'avoir un partenariat et un travail
collaboratif avec l'ensemble des secteurs impliqués, notamment de la navigation et du pilotage dans le Saint-Laurent, pour ce qui est des grands navires, pour travailler ensemble à reconnaître les enjeux et améliorer la cohabitation entre navigation et baleine. Donc ça a donné naissance à l'idée d'un simulateur qui serait un simulateur à base d'agents, donc une approche inspirée de l'intelligence artificielle distribuée. Ici, vous voyez un petit schéma pour représenter un peu de quoi on parle. Donc l'intérêt des modèles à base d'agents, c'est qu'on peut représenter les agents de façon dans leur hétérogénéité. Donc différents types de bateaux, par exemple, différents types de baleines avec des caractéristiques différentes. On peut représenter les décisions de ces agents-là et les interactions. Et ce sont de ces décisions et de ces interactions que vont émerger les dynamiques à l'échelle du système complet. Donc, c'est la base, c'est le cadre conceptuel de ce simulateur-là, qui donc est composé maintenant essentiellement de 3 modules. Un module environnemental avec des informations sur la profondeur, la bathymétrie, les marées, les courants, donc un environnement qui est dynamique. Un module qui représente les différents modèles de navigation, donc de la marine marchande, croisière aux baleines, traversier ou plaisance, et également un module qui représente les différents types, les différentes espèces de baleines qu'on retrouve et qui sont d'intérêt pour notre secteur. Donc, je les ai nommés le beluga, la baleine bleue, le rorqual commun, mais également le rorqual albos et le petit rorqual qui sont assez abondantes dans la région. Donc, ce simulateur, je vais vous le montrer un petit peu, une petite simulation tout à l'heure, prend en entrée un certain nombre de paramètres comme les répartitions historiques des différentes espèces de baleines, les abondances, mais également donc, peut permettre de tester différents scénarios, comme par exemple qu'est-ce qu'impliquerait une augmentation du trafic maritime ou de la navigation de plaisance dans certains secteurs. Qu'est-ce que seraient les impacts de tel ou tel scénario de mesure de conservation, comme une réduction de vitesse ou un déplacement des corridors de navigation. Et en sortie, eh bien, on retrouve des sorties qui nous donnent de l'information sur les nombres de co-occurrences qu'on peut avoir à certaines distances entre des bateaux et des baleines, des risques de mortalité en cas de collision, une exposition au bruit de la navigation, donc exposition instantanée ou cumulative, mais tout ça à l'échelle de l'individu, donc à l'échelle de la baleine. Également, donc, on peut monitorer certains paramètres en lien avec la navigation, comme par exemple les temps de transit entre deux secteurs. Donc, ces informations-là, juste pour donner un aperçu visuel, voilà une petite vidéo du simulateur où vous voyez donc en blanc des points blancs qui sont regroupés là, des troupeaux distincts de belugas du Saint-Laurent. Il faut savoir qu'on en a à peu près 1800 il reste à peu près 1800 belugas dans le Saint-Laurent. Puis vous allez voir donc dans la simulation ici où on a introduit les aspects acoustiques. Vous voyez que lorsque on va faire avancer la simulation, si ça fonctionne de votre côté, il va y avoir des cubes noirs qui vont se déplacer. Et ces cubes noirs ici sont des navires marchands qui vont, en se déplaçant, produire du bruit. Le bruit va se propager et atteindre les animaux. Et ici, on a mis un seuil à 120 décibels. Donc, lorsque les belugas reçoivent plus que 120 décibels, ils deviennent rouges. Donc, bon, c'est juste une illustration visuelle, mais ce que ça illustre, c'est qu'il y a donc un modèle à pas de temps discret qui ici sont des pas de temps d'1 minute. Et donc, à chaque minute, on va enregistrer, par exemple ici, tous les niveaux de bruit reçus par chaque animal dans un scénario de trafic maritime. Donc, si on vient changer les vitesses, changer les routes, eh bien, on va avoir des portraits et on va enregistrer certaines données donc, qui vont être analysées par la suite et nous permettre de comparer différents scénarios donc, de gestion. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas vraiment le temps, mais ça vous donne une idée. Évidemment, tout ça repose, comme je le mentionnais, sur beaucoup de données. On est assez chanceux d'avoir énormément de données longitudinales sur certaines espèces comme le beluga. Donc, je ne partirai pas dans les détails de ces jeux de données-là, mais il y a plusieurs projets donc, qui permettent d'alimenter certains modules, notamment le module de déplacement des belugas dans le simulateur. Donc, la première application que je veux vous présenter, c'était au tout début donc, de ce projet-là. Donc, en 2011, on a
fort de cet outil-là qui avait déjà eu un certain niveau de validation, on a voulu créer un groupe de travail avec l'industrie maritime, les différents paliers gouvernementaux et des ONG environnementales pour justement se donner comme mandat de gérer, essayer de réduire les risques de collision entre les navires et les grands rorquals, avec en tête les espèces à statut précaire comme le rorqual commun et le rorqual bleu. Évidemment, on s'est donné comme cadre la gestion du risque parce que on n'a pas un portrait complet des collisions, donc on s'est entendu pour travailler sur la gestion du risque et également sur une approche de gestion adaptative. On a aussi conscience que les connaissances sont partielles, elles s'améliorent, mais qu'il faut se donner le temps et progresser ensemble pour raffiner notre approche de conservation au fil du temps, mais en gardant un canal de communication toujours actif. Donc, ce groupe de travail-là a commencé à co-construire plusieurs scénarios de réduction de vitesse, essentiellement d'air à éviter ou de zones de vigilance, qui ont été testés dans le simulateur, qui ont été également analysés avec différents outils d'analyse spatiale, pour finalement arriver à un ensemble de recommandations, et en 2013, la mise en place de mesures volontaires de conservation. Puis j'insiste sur le terme volontaire. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce cadre volontaire de prime abord? C'est parce qu'on a travaillé ensemble, donc dans une approche collaborative, et que les mesures qui ont été proposées répondaient déjà à des préoccupations qui étaient des préoccupations essentiellement de sécurité maritime. Donc, on a donné la chance à ces mesures volontaires plutôt que de rentrer dans un cadre réglementaire qui aurait été beaucoup plus lourd, extrêmement long. Donc là, en commençant à travailler en 2011, en 2013, on avait déjà des mesures en place et très rapidement, on a obtenu dans des zones de réduction de vitesse à 10 nœuds des moyennes qui sont descendues donc de 14 nœuds initialement jusqu'à aujourd'hui 10.8, 10.9 nœuds. Donc un niveau de conformité qui reste très bon, considérant qu'il y a un cadre qui n'est pas coercitif, mais que on laisse aussi aux navigateurs la marge de manœuvre pour toujours prioriser les enjeux de sécurité maritime, et il y en a beaucoup, puisque dans une zone de navigation où il y a des courants de 6, parfois à 7 nœuds, qui peuvent être des courants de travers. Donc on a une voie de navigation qui est très complexe, et on veut s'assurer, évidemment, qu'on ne compromet pas la sécurité maritime avec des mesures de conservation comme celle-ci. Donc on a un niveau de conformité qui est assez stable et qui nous a permis, à l'heure actuelle, on estime, de réduire de 30 à 40% les risques de collision mortelle avec les espèces de grands rorquals qui habitent le Saint-Laurent. La deuxième application concerne cette fois-ci le bruit sous-marin. C'est une application dans laquelle on est actuellement. Donc, pour revenir un petit peu faire le pont aussi avec la présentation précédente, ici, nous, on travaille donc en champ lointain. Et ce qu'on modélise dans le simulateur, on se base évidemment sur l'équation du sonar, où on vient estimer le niveau de bruit reçu par chaque baleine dans le simulateur en provenance des différentes sources, donc des différents bateaux, navires qui sont dans la simulation, simplement en soustrayant le niveau de bruit à la source de chaque source, moins la perte de transmission due moins la perte de transmission due à la propagation acoustique dans le milieu. Donc, dans le simulateur, on utilise pour l'instant des modèles de propagation du bruit assez standards. Donc, on utilise RAM à basse fréquence et puis BELOP pour les hautes fréquences. Donc, plusieurs problématiques et enjeux. Donc, la motivation ici, c'est qu'on a certains projets de mon laboratoire, on a pu identifier qu'on avait des aires d'alimentation importantes pour le beluga qui se retrouvaient très proches des routes maritimes. Et le beluga, évidemment, est sensible au bruit de la navigation. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de réduire le bruit dans ces zones-là? Quelles sont nos options? Il n'y avait également aucune étude préalable qui permettait de relier le bruit des navires au taux d'utilisation de ces habitats par les belugas. Donc, beaucoup d'inconnus. Évidemment, emmener l'industrie dans des mesures avec autant d'inconnus, c'était c'était pas vraiment réaliste. Donc, étant donné qu'il y avait aussi certaines réticences de l'industrie et des pilotes à ralentir pour réduire le bruit, même si on
on a pu estimer que c'était la solution la plus porteuse. Et il y a des enjeux qui sont des enjeux de temps de transit en lien avec la compétitivité économique de la voie maritime du Saint-Laurent, et également au niveau des enjeux de temps de transit qui sont trop longs et qui occasionnent des problèmes au niveau de la sécurité maritime pour le pilotage. Donc, on a décidé de proposer des essais scientifiques volontaires à l'industrie maritime de modification des routes de navigation à proximité, notamment d'une aire d'alimentation importante du Beluga. On a voulu donc, si on veut, faire une expérience grandeur nature pour répondre à plusieurs questions scientifiques, plusieurs inconnues, et en fait, s'inscrire dans une approche de co-construction du savoir avec les différents acteurs, donc du gouvernement, mais aussi du secteur maritime, pour pouvoir répondre donc à plusieurs des questions et tester si une modification de route pouvait apporter des réponses souhaitées. Donc, on a commencé à proposer donc différents scénarios avec toujours le même groupe de travail, des scénarios de route et de vitesse dans ce secteur d'alimentation qu'on est venu simuler avec 3MT Sim, qui ont permis donc d'isoler des mesures qui pourraient être intéressantes et qu'on a mis donc à l'essai en 2024 et en 2025. On est venu monitorer donc, dans le milieu les niveaux de bruit et également donc, l'impact sur les temps de transit. Et on vient donc, avec ces données-là, on peut tester, valider si notre simulateur avait prédit nous avait bien informés. Et éventuellement, les résultats nous permettront de réviser certains scénarios si les résultats ne sont pas concluants. Puis s'ils sont concluants, on pourra proposer de nouvelles mesures de conservation dans ce secteur-là. Donc, très brièvement, voilà la route en rouge qui est proposée, qui est la route des navires montants, donc qui vont du golfe de Saint-Laurent vers les Grands Lacs, qu'on vient décaler de à peu près 1 à 2 000 nautiques, éloignés du zone du cap de la Tête aux Chiens, qui est l'aire d'alimentation qu'on veut protéger. Voici quelques objectifs, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les objectifs scientifiques qu'on s'est donnés à travers ces essais-là. Depuis donc 2 ans que ces essais sont en place, on observe une très bonne participation. Ici, vous voyez à gauche la route normale et à droite la route qui est à l'essai. Donc, on voit que les trajectoires des navires se sont resserrées, se sont éloignées du cap lorsqu'on leur demande de le faire. Donc, on a une participation quasi parfaite de l'industrie, encore une fois, malgré le caractère volontaire de ces essais-là. Ce qu'on a pu voir avec les premières observations, donc les premières données qu'on est allé collecter, notamment acoustiques, c'est que nos observations et nos simulations sont très en accord les unes avec les autres. On a des petits problèmes de contamination une année à basse fréquence là, de nos observations, mais globalement, on reproduit très bien les 2 cas de figure, les routes normales et la route rapprochée. Donc ça nous donne confiance dans notre outil de simulation. Donc, en conclusion, brièvement, donc ce simulateur nous a permis de reproduire des variations du paysage acoustique de façon conforme à ce qu'on mesure dans le milieu. Donc ça, c'est un plus. On a pu voir au fil des années qu'il était très efficace pour comparer les scénarios de mesures de conservation. Donc ça, c'est aussi un point positif. Par contre, c'est un outil qu'on développe depuis 20 ans et qui continue d'évoluer. Donc ça demande des mises à jour et beaucoup de données là, pour pouvoir alimenter de façon le plus rigoureusement possible donc, des processus comme ceux qu'on accompagne. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus délicat. En termes des enjeux spécifiques de conservation dans notre secteur, bien là, le principal enjeu, c'est qu'il y a plusieurs mesures. Donc, on a parlé des mesures de réduction des collisions, on a parlé de mesures éventuellement pour le Beluga, mais il y a aussi des mesures dans le golfe du Saint-Laurent. Les mesures se multiplient, les mesures de conservation, de réduction de vitesse, etc. se multiplient. C'est toujours les mêmes navires qui sont évidemment impactés sur le long de la voie maritime. Donc là, il commence à y avoir des enjeux et des drapeaux qui se lèvent sur les enjeux de compétitivité. La voie maritime, ce n'est pas la seule option pour amener je dirais des biens marchands en Amérique du Nord-Est. Donc, il y a des préoccupations là-dessus. Il y a aussi des préoccupations sur les temps de transit qui augmentent et donc la fatigue des pilotes du Saint-Laurent. Donc, les perspectives, c'est de passer de mesures statiques à des mesures plus dynamiques. Évidemment, pour rentrer dans des mesures dynamiques, ça prend de l'information en temps réel. Donc, on commence à développer des détecteurs en temps réel et
basées sur l'acoustique, donc pour détecter les baleines et notamment les belugas. Et éventuellement, donc, ces données temps réel vont permettre de faire passer notre simulateur 3D d'unité sim à une nouvelle ère qui serait plutôt celle des jumeaux numériques, donc où on aurait une alimentation, un lien direct entre l'observation et la simulation pour pouvoir garder une simulation le plus près possible de la réalité du moment. Donc voilà brièvement pour cette présentation. Je n'ai pas mis toutes mes références ici, bien sûr, mais donc n'hésitez pas à m'écrire s'il y a un intérêt à avoir certaines précisions. Donc, je vous remercie. On enchaîne avec la dernière présentation. Bonsoir. Merci Orphée. Merci pour l'introduction et merci aussi pour me rendre la possibilité de faire cette présentation sur un programme de l'Agence spatiale européenne que je vais vous introduire aujourd'hui. Donc, comme bien introduit, je m'appelle Noélia et je travaille à l'Agence spatiale européenne, plus précisément dans les programmes qui s'appellent Access BAS. Et BAS, c'est l'acronyme pour Business Applications for Space Solutions. Et en fait, ce que l'on fait dans notre programme, c'est vraiment de la commercialisation. Donc, on donne des supports à des compagnies pour développer des services avec différents objectifs. Et aujourd'hui, je vais justement vous introduire l'appel à projet que l'on a fait cette année lié au bris sous-marin. Mais avant de commencer avec ça, je vais vous introduire les programmes, comme ça vous sachez un peu ce que l'on fait plus précisément. Donc, évidemment, nous sommes l'Agence spatiale européenne et je suis sûre que quand vous pensez à l'Agence spatiale, vous allez penser à quand on lance des satellites ou qu'on envoie des astronautes, mais on a aussi un axe qui est vraiment lié à des applications. Et quand je parle des applications, en fait, notre objectif, c'est que les données spatiales qui existent, ils soient utilisés pour développer des services qui vont avoir comme objectif rajouter de la valeur sociale, économique et de sustainabilité et de sécurité. Et justement, mon programme, il est dans cet axe-là des applications. Et qu'est-ce que l'on fait plus précisément dans les programmes? On donne du cofinancement. Et donc, on donne du soutien à des compagnies qui font partie de nos États membres. Et donc, il y a la France, mais on a aussi le Canada, vu qu'on vient de voir une présentation de l'Université du Québec, l'Ottawa. Donc, le Canada fait aussi partie de nos États membres. Donc, on peut donner du support à des compagnies qui viennent du Canada, de la France, du Royaume-Uni, etc. Et ces compagnies doivent développer des services qui sont innovants et qui vont utiliser des données spatiales. Et quand on parle des données spatiales, on ne va pas seulement parler des images satellitaires, mais on va parler aussi de la communication et de la navigation. Et ces données spatiales, ils peuvent être appliquées dans peu importe quel marché. Et on a vu des services liés à l'éducation, mais aussi à l'énergie, évidemment, et les maritimes et l'économie bleue. Et même si les supports que l'on donne, c'est à des compagnies dans nos États membres, l'impact, il va au-delà parce qu'en fait, comme on est un programme de commercialisation, on veut bien que les compagnies qui postulent, ils sont des clients ou des utilisateurs qui vont vraiment utiliser ces services qui sont développés. Et ces services, ils peuvent être utilisés peu importe où dans le monde. Donc, on a eu des compagnies qui ont postulé et qui avaient des clients peu importe où, en Amérique, en Afrique, etc. Et les types de support que l'on donne, comme je viens de dire, c'est du cofinancement. Et une des choses que je veux bien signaler, c'est que c'est des zero equity funding, donc on ne retient pas les IP. Et donc tout reste dans la compagnie. Et on donne du cofinancement qui va entre les 50 et les 80%, et ça va dépendre du pays et de la compagnie, parce qu'on a des différents États membres et chaque pays va avoir des caractéristiques spéciales. On donne aussi du support pendant l'application, mais aussi une fois que le projet commence il est mis en place. Et aussi, on donne accès à notre partenaire, parce que depuis des années, on a commencé à travailler avec différents partenaires dans les différents domaines d'application dans lesquels on travaille, comme les maritimes, et on donne la possibilité à des compagnies qui postulent à être introduites à ces partenaires. Et aussi l'utilisation de la ESA brand, ça veut dire que ça donne vraiment des supports à des petites compagnies qui commencent et qui peut-être ils veulent vraiment avoir de l'argent des investisseurs et utiliser les ESA brand, ça peut justement donner un support.
Et tout ça avec les objectifs de rajouter de la valeur socio-économique, la sustainabilité et la sécurité, et avec l'objectif de vraiment améliorer la compétitivité des compagnies européennes. Et j'ai parlé justement des types de supports que l'on donne, mais là, je veux préciser les types d'activités que l'on supporte. Donc, on a vraiment deux types d'activités, celles que l'on appelle Feasibility Studies et celles que l'on appelle Demonstration Projects. Et les Feasibility Studies sont justement des études de faisabilité qui vont durer entre 6 et 12 mois. Et l'objectif, c'est vraiment d'explorer qu'il y a une viabilité de ces concepts que les compagnies sont en train de proposer et de consolider les paysages des utilisateurs et potentiels clients et leurs besoins. Comme j'ai dit, nous sommes un programme de commercialisation, donc en fait, les compagnies qui postulent, il faut vraiment qu'ils postulent avec des clients qui doivent être involucrés dans les projets. Et comme ça, les services ils vont être vraiment visés à combler ces besoins. Et une fois que le business case il est consolidé, les compagnies peuvent justement appliquer à ce que l'on appelle les demonstration projects. Et les objectifs de ces projets de démonstration, de vraiment valider le business case qui a été consolidé. Donc l'objectif, c'est de valider la solution technique, mais aussi les modèles économiques, et de garantir aussi l'engagement de ces utilisateurs, ces clients, parce qu'il faut que, dépendant de l'activité, et ces clients, ils testent la solution et ils valident vraiment que si la compagnie dit que les valeurs ajoutées, c'est celle-ci, il faut vraiment que les clients valident ça. Et aussi d'assurer la transition vers une activité opérationnelle. Une chose à signaler, c'est que les compagnies peuvent postuler à des études de faisabilité et une fois qu'ils sont consolidés et les business case s'appliquent à un projet de démonstration. Mais les compagnies, ils peuvent directement postuler aussi à des projets de démonstration. Donc, on essaye de donner justement du support entre la conception de l'idée jusqu'au moment que les compagnies commencent à avoir ses premiers clients. Et une chose que je voulais signaler, c'est que, comme j'ai dit, on travaille dans différents marchés d'applications, et un, c'est les maritimes. Et depuis qu'on a commencé justement à travailler dans ces projets, on a soutenu plus de 100 projets. Et donc, on a vraiment cofinancé des compagnies qui ont développé des services liés au secteur maritime avec différents enjeux. Et là, vous avez les QR codes au cas où vous voulez vous justement inscrire à notre bulletin parce que ça va vous donner des informations sur le travail que l'on fait et les appels à projets qu'on lance. Et la dernière slide avant que je commence à parler justement des bruits sous-marins, c'est qu'on travaille avec des partenaires qui viennent des différentes, qui sont liés au secteur maritime et qui évidemment vont avoir des différents objectifs. Là, vous pouvez vous voir justement et les types de partenaires que l'on a. Et l'objectif, c'est justement de ces partenaires et de travailler ensemble avec eux pour promouvoir une économie maritime durable et grâce aux technologies spatiales, mais aussi d'amplifier l'impact et par la collaboration avec ces acteurs, parce que comme j'ai dit, en fait, on veut vraiment que les compagnies qui postulent involucrent des potentiels clients qui vont tester ces solutions. Mais l'opportunité n'est pas seulement pour les compagnies qui postulent, mais aussi pour ces partenaires, parce que ces partenaires, ils peuvent avoir de la visibilité justement à des solutions qui sont appliquer à la solution qui sont proposées, et aussi avoir accès à ces innovations et tester justement ces solutions s'ils sont intéressés. Et cette année, on a lancé un appel à projet et justement, cet appel à projet, il a été construit grâce aux collaborations avec différents partenaires qui sont aujourd'hui dans la salle, comme par exemple Orphée et Noémie et Eric, entre autres. Et l'appel à projet, il était ouvert entre le 1er septembre et le 17 octobre. Et l'objectif, c'était vraiment de donner et de soutenir des compagnies qui allaient développer des services et qui allaient utiliser des technologies spatiales pour répondre aux défis posés par les bruits sous-marins sur l'environnement marin. Et cet appel à projet, il a été défini pour qu'il y ait des compagnies qui postulent à des études de faisabilité et des projets de démonstration.
l'appel à projet a été fini et clôturé. On a reçu plusieurs candidatures, dont 9 ont été retenues. Et elles provenaient de différents pays, dont la France inclus. Et je voulais signaler que pour appliquer à notre programme, il y a différentes étapes. Donc, ces compagnies ont passé par la première étape. Et donc là, les informations que je vais partager avec vous sont encore à haut niveau parce que justement, on n'a pas encore un contrat avec ces compagnies. Mais une fois que les contrats seront mis en place, on pourra partager plus des informations justement sur les technologies et les services qui ont été proposés. Donc, d'ici à dans quelques mois, on sera capable de partager plus d'informations. Et donc, grâce à la collaboration justement avec ces partenaires, on a identifié des différents défis, des différents use cases, comme on l'appelle, et avec différents axes, et dont 3 principaux. Le premier, c'est l'environnement maritime silencieux. Donc, dans cet axe-là, il est vraiment visé à des compagnies de shipping. Et pour justement, on a identifié par exemple des initiatives comme les ports silencieux, comme par exemple les exemples du port de Vancouver au Canada, ou des exemples similaires à celles qui viennent d'être présentées justement par l'Université de Québec. Mais aussi les services environnementaux, donc voir s'il y avait des compagnies qui proposaient des surveillances pour les bruits sous-marins innovantes, ou de façon différente de faire la cartographie des risques liés aux impacts du bruit sous-marin et à la surveillance du trafic maritime dans des zones protégées. Et dernièrement, on a identifié aussi la gestion du bruit des activités sous-marines, comme des activités offshore et pour des wind farms, etc. Et c'est quoi l'impact lié à des travaux ou les bruits continus des machines et une fois que les wind farms sont sur place. Donc ça, c'est les use cases que l'on a identifiés. Et comme j'ai dit, on a reçu des applications des différentes compagnies, dont 9 ont été retenues. Et là, je vais vous donner un aperçu de comment est-ce qu'on peut utiliser justement des données spatiales. Donc, c'est pour localiser donc la communication satellitaire, pour visualiser, parce qu'on peut utiliser des différentes données comme la bathymétrie qui peut être estimée grâce aux données spatiales, mais aussi par exemple la température de l'eau qui peut être utilisée aussi pour connaître comment le bruit va être propagé dans les milieux marins, ou la navigation justement pour savoir où est-ce qu'ils sont les bateaux en utilisant du satellite AIS. Et ce que l'on a reçu, c'est, j'ai classifié ça, comme j'ai dit, à un très haut niveau, et selon les données spatiales qui ont été proposées. Donc, tout à gauche, on a les images satellitaires, et on a eu des compagnies, justement, qui ont proposé de faire une cartographie de ces schémas des activités maritimes et dans des zones marines protégées. Et justement en utilisant des images satellitaires pour voir comment est-ce qu'on peut mieux connaître les zones marines et voir si on peut justement faire des zones de classification. Mais aussi pour avoir des informations liées au contexte environnemental pour l'analyse des bruits sous-marins, ou justement pour utiliser ces données, comme j'ai mentionné, la bathymétrie, la température, la chlorophylle et la matière en suspension, etc., qui peuvent contribuer au workflow des jumeaux numériques de l'océan. Mais on a vu aussi des compagnies qui ont justement postulé et proposé des services en utilisant des données satellites AIS, et pour avoir justement la localisation des navires et pour avoir des plateformes et pour les combiner avec des plateformes de mesure et justement faire la corrélation des sources de bruit avec ce trafic maritime en utilisant entre autres du DIS qui a été aussi présenté tout à l'heure par Greenhoff. Et aussi, il y a des services qui ont proposé un soutien aux activités de suivi et de conformité et de surveillance liées justement aux activités offshore et des wind farms, etc. Et finalement, on a eu des compagnies qui ont proposé l'utilisation des satellite communication
Et je veux souligner aussi que c'est pas que chaque compagnie a proposé un données spatiales, il y a eu aussi la proposition de combiner différentes données spatiales, comme par exemple la communication avec les satellites GIS pour justement savoir où est-ce qu'il y a les bateaux, mais aussi confronter ces données et des positions des bateaux avec des mesures in situ et grâce à la collecte des données et en utilisant des données spatiales et des communications. Et aussi, là, il y a eu des services qui proposaient justement la communication, mais pour développer des plateformes à long terme comme des bouées ou des IoT sous-marins ou des USB. Et finalement, justement, des compagnies. Bon, ça va tout au long des services, mais la transmission fiable et des indicateurs acoustiques. Donc, je comprends bien que c'est des informations à très haut niveau, mais comme mentionné, une fois que l'on aura des contrats avec justement ces compagnies, on pourra donner plus de détails. Et donc, je vous invite à me contacter si vous voulez dans quelques mois pour avoir plus d'informations précises. Et une des choses que je veux aussi signaler, c'est qu'en fait, ça, c'était un appel à projet dédié au bruit sous-marin, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes en compagnie ou un organisme qui est en train de développer un service lié au bruit sous-marin, vous pouvez toujours postuler parce qu'on a un appel à projet qui est ouvert tout au long de l'année. Et donc, nous sommes ouverts à recevoir des applications liées au bruit sous-marin, et même à ce moment que l'appel à projet il est fermé. Et une des choses aussi, c'est qu'on travaille dans différents domaines de priorité, donc les bruits sous-marins, mais on travaille aussi dans toutes les priorités que vous voyez dans l'écran. Et on a commencé à travailler plus activement sur l'économie bleue, donc la pêche et les management spatial, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour les programmes, si vous voulez postuler ou si vous voulez avoir des informations plus précises ou justement si vous avez des besoins que vous avez détectés, si vous voulez les partager avec nous, nous serons ouverts à justement créer des appels à projets pour donner des soutiens à des compagnies qui pourront essayer de résoudre ces problèmes. Donc, merci beaucoup. Charlotte, si tu veux prendre la parole, tu avais Oui, merci. Ouais, du coup, j'avais levé la main avant que tu me, avant que tu me mentionnes, Romain. Donc, ouais, juste pour compléter ce que Romain dit, parce que donc on a une étude aussi en commun là avec Greenov, où Loane, notre doctorante là qui travaille sur ce sujet-là justement de potentiellement utiliser un avertisseur sonore pour éviter le risque de collision avec les baleines à bosse. Mais donc là, elle regarde aussi donc ces questions de comment la baleine, en fait, qu'est-ce que la baleine reçoit en termes de son lorsqu'il y a un navire à l'approche. Et en fait, la question qui a été posée avant là sur, voilà, les baleines remontent en surface, mais en fait, ça, c'est chez plein d'espèces de gros cétacés, ça a été très souvent observé en fait, et pas que à l'approche d'un navire, mais à différents sons. En fait, ça, c'est une réaction qui est très souvent observée où l'animal, d'abord, il remonte en surface prématurément. Il y a plusieurs hypothèses pour ça, hein, ce qui veut éviter le son. Est-ce que ça lui fait peur et il remonte en surface, ou est-ce qu'il veut essayer de capter peut-être mieux en s'arrêtant et en s'opposant plus, pour essayer de localiser le son ou quoi. Bon, on ne sait pas ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce comportement de remontée en surface, il est observé souvent. Et ce qui est important de savoir, c'est à quel moment ça se passe pour voir si après, dans un second temps, le second temps de la réponse, si l'animal va avoir le temps en fait de décider de bouger et de dévier sa trajectoire pour éviter la route de collision. Et là, on voit que ça diffère en fonction du contexte, en fonction des espèces, et c'est vraiment là-dessus, je pense que tous ces nouveaux travaux là qui sont en train d'être menés, et de modélisation acoustique et d'études d'impact vraiment sur les animaux, comme on a fait justement dans ce cadre-là de projet avec Greenov, où là on a posé des balises et on a mimé d'un point de vue acoustique l'approche d'un navire et voir à partir de quel moment, de quelle distance du navire et à quel niveau reçu la baleine commence
à dévier sa trajectoire et puis essayer d'un point de vue cinétique de découper ces différentes parties de la réponse en fait. Ça, c'est super important, je pense. Voilà, c'était juste pour compléter ce que tu disais, Romain, par rapport à ça. Merci. Florian, vas-y. Oui, merci. Que remarque sur 3 présentations. Donc, d'abord sur la présentation d'Emma Lelon sur les pingers. Comme on parlait à la pause, effectivement, c'est un sujet qui intéresse les ministères JMR, soit parce qu'on a un plan d'action capture accidentelle qui inclut l'équipement de nombreux navires de pêche en pingers. Et en même temps, donc ça, c'est un plan d'action qui constitue un engagement auprès de la Commission européenne. Et en même temps, on a pris également l'engagement de mener une étude sur l'impact des pingers sur l'environnement marin. En tout cas, l'impact du plan d'action, c'est-à-dire non pas l'impact d'un pinger, mais l'impact de potentiellement 100 pingers. Et donc, cette étude a confiée au CHOM. Et donc, effectivement, c'est un sujet qui est en cours, suivi chez nous. Ensuite, une remarque sur la présentation de Nov sur les ferries méditerranéens. Je pense que, et là je me tourne un petit peu vers Miracetti, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir une présentation de ces travaux dans le groupe de travail collision pour rapprocher ça des travaux ZMPV, en sachant qu'il y a de nombreux travaux ressemblants autour de trafic maritime, de la ZMPV dans cette zone, etc. Nous, comme je l'ai dit ailleurs dans d'autres GT Navé 7 ou dans d'autres endroits, mais effectivement, il faut que ces travaux cohabitent et entre eux de façon à pouvoir alimenter ensuite la boîte noire ZMPV. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir cette présentation au GT Collision. Donc, Lorraine, je te laisse prendre contact après, ou je devrais partir tôt, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant que ceci alimente cela. Et puis, une dernière question sur la présentation du simulateur dans le Saint-Laurent. Je me demandais si c'était complémentaire de ce qui est fait par Transport Canada. Là, je me demandais si c'est un truc qui vient en plus ou est-ce que c'est à côté. Enfin voilà, une question vraiment par curiosité. Merci. Clément, tu as bien entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Donc, Transport Canada a beaucoup d'initiatives. Est-ce que c'est possible de savoir laquelle précisément? Est-ce qu'on parle du projet Mars, de mesure des signatures acoustiques des navires et des sources de vibrations à bord des navires? Est-ce que c'est celui dont faisait référence l'intervenant? Je sais pas. C'était vraiment une question vraiment par curiosité. Ok. Plus Oui, qu'un attendu véritable, parce qu'effectivement, je ne sais pas de quelle initiative de Transport Canada ce serait complémentaire. Donc, c'est vraiment... Bah oui, Transport Canada a eu plusieurs initiatives au fil du temps. Il y a eu des gros financements qu'on a appelé le plan de protection des océans il y a quelques années au Canada, qui s'est décliné en plusieurs initiatives par ministère, à Pêche et Océan Canada, à Environnement Canada, Transport Canada, qui ont eu des mandats spécifiques sur le bruit sous-marin. Transport Canada a effectivement financé plusieurs projets. Nous, on a eu un financement par Transport Canada. On essaye toujours de se connecter à ce qui se fait d'un océan à l'autre au Canada. Ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours certains enjeux, mais on a une belle collaboration avec Transport Canada. Et la plupart des données qu'on utilise dans notre simulateur pour faire le pont précisément sur le niveau de bruit à la source et les modèles de bruit à la source des navires marchands qu'on utilise. Ces modèles de bruit à la source ont été initialement développés par le projet ECHO, donc au port de Vancouver. Et par l'entremise de Transport Canada, on a pu avoir accès à ces modèles-là, les paramétrer avec les données de la Lloyd's sur la flotte des navires du Saint-Laurent,
on a pu constater qu'on avait une assez bonne adéquation entre ces modèles-là paramétrés sur les données de la flotte du Saint-Laurent par rapport à ce que nous, on mesurait sur le terrain. Donc, on a publié un article là-dessus dans Applied Acoustics. Et par cette constatation-là, on a choisi de conserver ce modèle-là. Donc, ces modèles de bruit à la source des navires marchands du Saint-Laurent qu'on utilise dans notre simulateur provient à la base d'un projet financé par Transport Canada dans l'Ouest canadien, donc au niveau du port de Vancouver. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais on essaye toujours de s'arrimer à ce qui se fait de mieux, à ce qu'on a de plus avancé, je dirais, au pays. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Clément. On a une question en ligne, Gaëtan? Oui, merci pour toutes ces présentations. J'avais une petite remarque et question aussi, donc déjà pour Romain de Greenov, là, merci pour cette belle présentation avec les modèles de propagation. Pour compléter aussi un peu avec la réponse de Charlotte, alors c'est pas sur des grandes baleines, mais nous on encadre une thèse CIFRE avec l'Université de La Rochelle, là, Skywin Simon, qui a pu, avec des tags sur des phoques, montrer une grande variabilité en fait, de comportement interindividuel. Hein. C'est ce que disait Charlotte. En fait, on observe que les animaux répondent à des bruits. Donc là, c'est surtout des bruits de bateaux, parce qu'on se trouve en Manche. Hein, c'est une zone très, très exposée au trafic maritime. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en fonction du comportement qu'ils font, donc ça revient un peu à ce que une des réponses de Romain sur le fait qu'il y a des baleines qui peuvent, soit si elles sont en train de chasser ou si elles sont en train d'être au repos en surface, elles vont pas forcément réagir pareil. On remarque ces réponses. Il y a aussi, pour ces animaux, il va y avoir un trade-off entre si elles chassent, s'il y a du poisson, il y a un intérêt alimentaire et donc les réponses vont pas être forcément pareilles. Ça, plus l'intensité du bruit, enfin voilà, et en fait, il y a des animaux qui répondent complètement différemment. Donc c'est une question très complexe. Ça demande pas mal d'études, notamment toutes les études portées par Charlotte. Donc c'est hyper intéressant. Et si je peux poser une autre petite question plutôt du coup sur la partie, si on va plutôt au Canada là, pour Clément. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait, mais justement, comme là on parlait des comportements, ce que j'ai bien compris, c'est que dans votre modèle, la présence de, en fait, vous parlez de présence ou de comportement, de mouvement, de déplacement des belugas comme une donnée d'entrée. Est-ce que ça aura un intérêt ou ça pourrait apporter justement de modéliser différents types de comportements, que ce soit de la fuite ou justement arrêt de recherche alimentaire, enfin, c'est peut-être pas un but précis là-dedans, mais est-ce que ça peut apporter pour complexifier les scénarios et apporter plus d'informations sur vos prédictions? Merci pour la question. Oui, c'est un excellent point, puis c'est un point je dirais, sur lequel on est attentif depuis un certain temps. Pour l'instant, on n'a aucune information, je dirais, à fine échelle des comportements des belugas à l'approche de différents types d'embarcations dans différents environnements acoustiques. Donc, ce qu'on a pu observer, ce qu'observent les chercheurs qui sont constamment sur le terrain, c'est quand même une forme d'habituation à proximité des navires de grande dimension qui semble assez stable. Je veux dire, il semble y avoir une habituation et peu de réponses instantanées. Ça, on a pu aussi, à travers certains jeux de données, commencer à l'explorer. Ce qu'on remarque par contre, c'est, puis on l'a vu, on a fait une étude dans le fjord du Saguenay qui est présentement en rédaction pour publication, mais c'est que ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on a une intensification du trafic dans le fjord du Saguenay qui est assez étroit, si en une journée on a deux ou plus grands navires qui rentrent ou qui sortent du fjord, la journée qui suit, on va avoir une forme de désertion du fjord par les belugas. Puis c'est des taux de désertion qui sont extrêmement importants. Là, on est dans les 30, 40, 50% de réduction de la fréquentation de ces sites-là. Donc ça, c'est ce qui semble être un peu, je dirais, qui pourrait s'expliquer par des hypothèses qu'une fois que les animaux sont pris dans le Saguenay, lorsqu'un navire arrive à 15 ou 17 nœuds, il n'a aucun moyen de s'en échapper, et puis il est pris entre deux falaises extrêmement échos, avec des niveaux de bruit qui deviennent momentanément extrêmement élevés. Donc, il n'y a pas aucune chance de s'échapper, donc il endure, il encaisse, ils encaissent, et il peut y avoir une réponse
a posteriori qui serait d'éviter ce secteur-là pour minimiser les chances de se retrouver dans une exposition rapprochée aussi bruyante. Donc on commence à avoir certaines formes de réponses, je dirais c'est embryonnaire, mais comme pour l'instant on a très peu justement de données et d'analyses fiables sur des réponses clairement documentées, ben on s'est abstenu pour l'instant d'en implémenter dans le simulateur. Mais on pourrait effectivement tester des hypothèses, et c'est une excellente piste là, que vous soulevez. On pourrait tester des hypothèses de réponse ou d'absence de réponse, une variabilité interindividuelle aussi de réponse, et voir qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur les niveaux de bruit, les niveaux d'exposition au bruit qu'on génère avec le simulateur. Ce serait une piste très intéressante, oui. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci. On va conclure la session de questions et la session de l'après-midi avec André. André Grosset, si tu veux. Me revient cette tâche difficile. Après, effectivement, toutes ces présentations très passionnantes et riches. Moi, ce que je voulais dire avant tout, c'est merci déjà aux organisateurs pour cette session. C'est toujours un plaisir, en fait, de se voir au moins une fois par an pour évoquer ces sujets-là. C'est pas que des sujets scientifiques, hein, comme on l'a vu. C'est important de le dire parce que la science, elle ne doit pas rester uniquement pour les scientifiques. Elle doit avoir une finalité et c'est un peu le fil de ma conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rassembler les gens autour de ces questions-là et pas seulement les scientifiques. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le bruit sous-marin, c'est un sujet innovant, c'est un sujet dont tout le monde parle. Ce que je constate, moi, au travers des présentations, c'est que ce n'est pas forcément toujours facile à traiter. Déjà, pour une première raison, on l'a évoqué ce matin, c'est la complexité du sujet. Ce n'est pas simple de parler du bruit sous-marin. Donc, la première intervenante l'a rappelé. Et du coup, ce n'est pas simple non plus de pouvoir réglementer. On l'a vu également, on a beaucoup de dispositifs à la fois internationaux, européens, nationaux, mais aujourd'hui, on constate que, en fait, il y a des trous dans la raquette et que malgré tout, on est toujours face à des difficultés pour pouvoir mieux protéger les mammifères marins vis-à-vis de cette pression. Donc, on progresse, certes, mais voilà, on progresse à petits pas. Donc en fait, il faut vraiment, enfin, c'est un peu la conclusion que je vais faire, c'est que nous, décideurs, autorités administratives, il nous faut vraiment des éléments un peu objectifs, des choses qui puissent nous permettre d'aller vers des mesures contraignantes, puisque malheureusement, je pense que, alors peut-être pas partout, hein, mais à certains endroits où effectivement, on l'a vu, on a des situations particulières où l'impact du bruit sous-marin est avéré, il faudra réglementer. Et pour ça, on a besoin des scientifiques. Et moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive parce que il y a beaucoup de sujets pour lesquels, dans le passé, on a des difficultés, comme la protection de la posidonie, et qu'on a réussi à encadrer, à réglementer, justement, grâce aux données scientifiques, aux différents travaux. Donc voilà, je vous encourage vraiment à poursuivre l'effort. Et puis, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, alors en distanciel également. Et donc, je vous donne rendez-vous, je pense, enfin j'espère, dans un an, peut-être à Brest, mais ça,
Pour le coup, c'est pas moi qui décide. Donc, je ne sais pas si Anaël ou Noémie veulent donner le mot de la fin. Et en tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Merci beaucoup pour cette André. Merci à tous d'être venus. On espère que cette journée vous a plu et a été intéressante pour vous, autant en ligne qu'en présentiel. Pour le moment, on n'a pas de suite et de rendez-vous à vous donner tout de suite, mais ça va pas tarder à arriver. Et puis là, on va pouvoir enchaîner sur la visite pour être les mains dans la thématique. Donc, on remercie encore le professeur Glotin de nous permettre d'accéder à son site. Et puis, bonne suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Pour les gens qui sont en vidéo, la visite sera résumée par une petite vidéo. Et donc, pour vous, ici présents, c'est à 5 minutes de marche dans l'autre bâtiment, le bâtiment X. Qu'est-ce que je dis? Le bâtiment E en bas. Donc, plutôt 8 minutes de marche, je suis tout à côté. On va voir les bouées Bombix, les hydrophones, les boules d'hydrophone compactes tétraédriques, Manta, c'est un foil tracté, et les tubes. Et demain, on verra en action la boule tétraédrique fonctionner dans une piscine d'essai avec des sources dans la piscine. Et ça vous montrera la détection temps réel de cétacés, orques, cachalots et le calcul du gisement en temps réel par la boule. Ça sera à 13h à peu près, après le déjeuner de demain. Donc pour l'instant, on va voir comment on fabrique tout ça. Si.